Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. 9h32, vous le savez, tous les jeudis politiques, deux invités, deux sénateurs ou deux députés qui sont là pour débattre de l'actualité. Et ce matin, par ordre alphabétique, Philippe Brun, député PS de l'Eure, bonjour. Bonjour. Et Pierre Morin, qui est député RN du Gard, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous tous les deux. On va commencer avec la grève de la SNCF. Vous la qualifiez comment, cette grève, Philippe Brun? Logique, grève des contrôleurs, hein, je dis bien des contrôleurs. Vous comprenez cette grève ou Alors, c'est amusant parce que vous m'aviez invité il y a à peu près un an pour faire un débat sur la grève à l'époque des contrôleurs. Bah, vous savez que depuis 1947, il n'y a pas une année sans grève à la SNCF. Hein. C'est unique au monde, hein. Vous savez ça. Bon, ça c'est. Je pense qu'il faut se poser au-delà, évidemment, de l'agacement que ça peut créer chez les usagers, évidemment, et puis des difficultés financières pour les contrôleurs qui vont pas être payés pendant la période de grève. Ah bah, il faut se poser la question. Ils devraient être payés Non, bien sûr que non. Donc la question maintenant, c'est pourquoi font-ils grève ? Et quelle est la situation aujourd'hui du groupe SNCF? Pourquoi font-ils dans grève notre pays ? en période de vacances aussi. Donc, c'est une négociation vis-à-vis de la direction. Est-ce que la direction a tout fait pour empêcher la grève ? Je ne le pense pas. Est-ce qu'aujourd'hui, la SNCF, le groupe SNCF, prend le bon chemin ? Je ne le pense pas non plus. Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment ? D'abord, la SNCF ferme des gares. Moi, j'ai des gares qui sont en train de se fermer dans ma circonscription. La SNCF est en train de détruire son activité de fret ferroviaire. Sous la pression du gouvernement et de la Commission européenne. Et parfois des écologistes. Hein. Non, sur les frais ferroviaires, non. Sous la pression de la Commission européenne. Enfin, le tunnel Lyon-Turin. Non, mais là, je vous parle là d'un vrai scandale d'État. Oui. Le fret SNCF va devoir donner au privé gratuitement 21 de ses lignes pour des raisons de concurrence. Et on voit les résultats aujourd'hui. Au début des années 2000, 20% du transport de marchandises en France se faisait par le fret. Aujourd'hui, c'est seulement 7%. On est l'homme malade de l'Europe. On est le pays qui transporte le moins ces marchandises par train. Donc il faut se poser la question, au-delà de l'agacement évidemment de la période, il faut se poser la question de l'avenir de notre service public ferroviaire et de cette grande et belle entreprise qui s'appelle la SNCF. Ça, vous avez raison. Ben, vous avez élargi un peu le débat. Pierre Morin. Oui, moi, je partage évidemment l'inquiétude de mon collègue sur évidemment le dépeçage du fret et la fermeture des petites gares, notamment dans les zones rurales. Nous, on est élus dans les zones rurales où en effet on a perdu une grande partie des gares, et donc pour une logique comptable du tout TGV et une logique de l'Union européenne, les dessertes des zones rurales ne sont plus assurées correctement. Et après, on va taper sur la voiture alors qu'on a fermé des gares. Bon, voilà. Sur cette grève, je suis pas sûr non plus que Sudrail soit très ouvert au dialogue. Donc, on peut très bien critiquer la direction de la SNCF. Mais là, cette grève un peu spontanée, évidemment, la grève est un droit, mais ceci étant dit, moi, j'ai un petit peu de mal à comprendre cette grève. Et d'ailleurs, je vais même vous dire quelque chose. Je me suis visualisé une situation. Un agriculteur, par exemple, il y a eu un mouvement social des agriculteurs, un agriculteur qui voudrait, peut-être pour la première fois depuis 2 ans, prendre des vacances, voit son train annulé alors qu'il ne touche que 800 € par mois. Je voudrais quand même rappeler, parce que j'ai un petit peu regardé ce matin, que la direction de la SNCF a fait quand même pas mal d'efforts, qu'il n'y a pas une seule personne qui touche le SMIC à la SNCF. Le plus bas salaire est 10% au-dessus du SMIC. Les revalorisations salariales ont été en 3 ans à hauteur de 17%, alors que l'inflation est de 13%. J'ai une pensée pour tous les travailleurs qui n'ont pas la chance de bénéficier des mêmes revalorisations que à la SNCF. Donc aujourd'hui, si vous voulez, c'est la période de vacances. Évidemment, Sudrail utilise son pouvoir de nuisance au détriment des usagers qui ont, il me semble, le droit quand même de rejoindre leurs proches. Donc il y aurait un vrai sujet quand même de se dire que les syndicats devraient aussi faire des efforts. Bon, on a fait le constat, l'un et l'autre. Vous n'êtes pas sur la même ligne de conduite, évidemment, le même point de vue, c'est normal et c'est logique. Mais je poserai une autre question. Alors, est-ce qu'il faut aménager certaines périodes? C'est-à-dire que pendant certaines périodes, on pourrait limiter le droit de grève, par exemple, pendant les vacances scolaires. Ça existe en Italie. Hein, c'est une proposition qui est faite par certains députés et notamment par Carl Olive, qui lui dit, par exemple, pendant les Jeux, pas de grève dans les transports publics. Bon, on pourrait faire ça ou pas? Moi, je suis pas favorable à ce qu'on limite le droit de grève. On a mis en place une loi sur le service minimum. Je trouve ça normal, puisqu'il doit y avoir une continuité du service public. Oui. Cette loi, elle s'applique et elle est suffisante. Maintenant, il faut éviter la grève.
par tous les moyens. Et il faut associer le plus possible les salariés à la conduite de l'entreprise. Et qu'est-ce qui se passe dans cette grève? Ce qu'on dit, c'est Sudrail. En vérité, c'est pas vraiment Sudrail et la CGT. C'est avant Sudrail et la CGT qui ont officiellement déposé le préavis. D'autres ne font pas grève. Non, mais qui ont officiellement déposé le préavis, mais sous la pression de qui? D'un groupe informel. On en avait parlé l'an dernier. Je relisais le débat que nous avions eu l'an dernier. Oui, c'est vrai, je me souviens de ce groupe. Qui est à la base un groupe Facebook de contrôleurs. Oui. Et on voit qu'il y a aujourd'hui une distorsion dans la représentation. On l'a vu au moment de la crise agricole, où il y a eu la base qui était pas forcément d'accord avec ce que racontait la FNSEA. On l'a vu évidemment pendant le mouvement des Gilets jaunes. Moi, je m'occupe des boulangers. Les boulangeries ne se sentent pas tellement représentées aujourd'hui par les organisations nationales. Et là, on a le cas aujourd'hui également à la SNCF, où en fait les syndicats n'arrivent plus à tenir toujours les actions des salariés et se mettent à suivre une forte radicalité qu'il y a chez les salariés. Donc là, le travail aujourd'hui, si on veut éviter qu'il y ait davantage de grèves, c'est renforcer le dialogue social et la démocratie sociale au sein de la SNCF, qui est encore une fois une grande et belle entreprise et qui a fait la fierté de la France pendant des années. Je voudrais nous sommes là aujourd'hui de voir l'État la détruire systématiquement, au moins depuis les 20 dernières années. Je voudrais préciser une chose, c'est que la SNCF avait fait une promesse qui n'est pas totalement tenue, de 2 contrôleurs par rame de TGV, par exemple, et aujourd'hui, je crois que la promesse est tenue dans 75 ou 80% des cas. Voilà, et a priori, dans 2 ans, ce sera le cas. Il y aura 100% des trains qui auront 2 contrôleurs, sachant qu'en plus, il faut rappeler que la masse salariale de la SNCF a augmenté de 1,5 milliard d'euros en 3 ans. Ce qui est quand même particulièrement conséquent. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont la possibilité. Je veux quand même rappeler que la SNCF est une entreprise publique et donc les salaires sont assez largement payés par le contribuable et donc et aussi par les usagers. Ce qui signifie qu'en effet, la grève est un droit, mais c'est pas un droit absolu, c'est un droit qui s'encadre. Vous l'avez dit, Monsieur Brun tout à l'heure, avec le service minimum. Mais en effet, on peut se poser la question de l'encadrement de ce droit de grève dans un certain nombre de périodes, parce que la grève est un droit, mais ne doit pas limiter, bloquer le service public. Et 52% les Français, il y a un sondage qui est paru, les Français sont opposés à cette grève. Et en effet, je reviens sur les aspects syndicaux très rapidement en 2 phrases. Oui, en effet, les syndicats perdent un petit peu la main parfois sur la base, mais on a l'impression parfois que les syndicats surréagissent pour essayer de reprendre la main. Et donc ça crée une espèce de course à l'échalote, un cercle vicieux qui conduit à des mouvements sociaux qui sont très mal compris par les Français. Moi, je voudrais simplement relativiser l'histoire des salaires exorbitants de la SNCF. Bon, moi, pas exorbitant. J'ai pas dit exorbitant. Alors, la base, ça a augmenté d'1 milliard, mais en même temps, il y a tellement de salariés de la SNCF que c'est pas non plus énorme. Et moi, mais d'accord, mais les agriculteurs se payent 800 € par mois. Moi, j'étais avec un aiguilleur dans ma circonscription, dans la gare de Gaillon, qui évidemment commence à 4 heures du matin pour faire passer les premiers trains, qui a fait des formations très importantes, très techniques, qui est en poste depuis 15 ans comme aiguilleur. Il m'a montré sa fiche de salaire, il gagne 1450 € par mois. Alors oui, il est au-dessus du SMIC. C'est un ouvrier très qualifié, c'est un agent de maîtrise, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, à des horaires très atypiques, travaille le samedi, le dimanche. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire que les cheminots soient particulièrement bien payés. Je n'ai absolument pas dit qu'ils avaient des salaires exorbitants. Ils ont certes la sécurité de l'emploi, ils ont des conditions de travail qui sont probablement plus favorables que pour les salariés de la propreté ou que pour les agriculteurs, c'est évident, mais soyons quand même conscients aujourd'hui qu'on a des agents du service public ferroviaire qui sont assez peu payés en vérité et qui finalement critiquent la lente destruction de ce en quoi ils croient. Et moi je crois qu'on a cette chance incroyable quand même au sein du groupe SNCF, c'est d'avoir des cheminots, une communauté de gens qui sont attachés au service public, qui sont attachés à leur entreprise et qui sont attachés au train. Oui, mais je pense que ça nous rassemble. D'accord avec ça. On a besoin du train. Le train, on en a besoin. C'est la solution de transition environnementale. Et ça se fera avec la SNCF. Grève, le problème, justement, dans une logique de décarbonation, le problème des grèves successives, c'est aussi un problème de confiance des Français en la SNCF. Si vous voulez favoriser le report modal de la voiture vers le rail, il faut aussi que les Français considèrent que le train, la SNCF, soit un service public fiable. Sinon, vous aurez un ralentissement de la volonté des Français d'un report modal vers le rail. Puis aussi, évidemment, la fermeture des petites lignes de gare. On va très bien, je vois que chacun a pu exprimer son point de vue. On va passer à autre chose très vite. Je vais faire la pub tout de suite, comme ça on sera tranquille ensuite. Il est déjà 9h41. Je vais parler de plusieurs sujets concrets toujours. Les classes moyennes dont on parle tant.
On parle beaucoup des classes moyennes. Tous les partis politiques nous parlent des classes moyennes. Mais quelles sont vos solutions, tiens, pour aider les classes moyennes? Vous allez me dire, Philippe Brun, et vous allez me dire, Pierre Morin, quelles sont vos solutions? 9h41. Je parle aussi de la liberté d'expression, parce que ça m'intéresse. 9h41, à tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h44. Alors, les classes moyennes, j'en parlais beaucoup. Les classes moyennes, tiens, vous avez vu la loi SRU? Je sens que la loi SRU, vous n'êtes pas très content. Philippe Brun, la loi SRU, que va-t-il se passer? Des logements intermédiaires seront construits dans le cadre de la loi SRU. Vous savez que ça contraint de nombreuses communes à construire 25% de logements sociaux. Et donc, on construirait des logements intermédiaires. Mais c'est bien pour les classes moyennes aussi, non, Philippe Brun? Alors, d'abord, parlons des logements sociaux. Vous savez que 75% des Français sont éligibles au logement social. Oui. Il y a tout type de logements sociaux, y compris des logements pour les classes moyennes et les familles. Le logement social, c'est pas seulement les logements dits non, parce que le logement intermédiaire, c'est des loyers un peu plus hauts. Oui, un peu plus haut. Mais sachant que donc les classes moyennes sont déjà très largement couvertes par le logement social. C'est ce que je tiens à vous dire. L'allègement de la loi SRU, c'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on a besoin aujourd'hui de construire plus de logements sociaux et intermédiaires et pas moins. Et donc moi, je crois qu'il faut justement renforcer cette loi pour qu'on construise plus de logements. Et aujourd'hui, il y a une résistance très forte des communes à construire des logements. Pourquoi? Parce que vous avez... Non, mais est-ce qu'il faut construire plus de logements ou plus de logements sociaux? Plus de logements pour tout le monde, donc dans toutes les catégories. Oui. Bon, parce que la France, c'est un pays qui est divers, il y a des ouvriers, il y a des employés, il y a des gens qui sont des cadres, il faut des logements pour tout le monde. Et aujourd'hui, les gens, ils n'arrivent pas à se loger. Et même dans des zones peu tendues comme la mienne, dans le département de l'Eure, cet après-midi, je vais de ma permanence, elle est remplie de demandes de logement. Remplie de demandes de logement. Il faut relancer la construction et il faut des logements pour tout le monde. Donc plus de logements sociaux, donc je suis défavorable à l'allègement de la loi SRU, plus de logements intermédiaires. Et il faut relancer la construction dans ce pays. Et on a aujourd'hui un très très gros problème. Pierre Morin. Moi, je suis assez favorable. Non pas, c'est pas réellement un assouplissement de la loi SRU, c'est on va dire la possibilité de faire des logements sociaux différemment, avec des logements intermédiaires, éventuellement peut-être à loyer un peu plus haut que le logement social simple. Mais c'est plutôt positif parce que ces classes moyennes-là, avant de payer un loyer plus cher pour habiter dans des pavillons, par exemple, qui n'étaient pas des logements sociaux, le fait qu'ils puissent se retrancher vers des logements sociaux qui seraient moins chers que ce à quoi ils sont éligibles, c'est une bonne idée. C'est plutôt une bonne idée. Mais c'est surtout que la loi SRU pose des difficultés aujourd'hui parce qu'elle a un problème d'adaptabilité en fonction des territoires. L'obligation de 25% de logements sociaux, elle peut se défendre dans un certain nombre de grandes villes et de grandes aires urbaines, mais elle n'est pas adaptée. La politique de logement n'est pas du tout adaptée à un certain nombre de territoires. Je voudrais rajouter un truc. Je pense que ce qu'on devrait faire aussi, c'est de la rénovation urbaine, notamment dans les centres-villes, des petites villes, des villes moyennes, parce que vous avez dans certaines villes, je prends Pont-Saint-Esprit dans ma circonscription que vous connaissez très bien, au bord du Rhône. Monsieur Bourdin, vous avez dans le centre-ville à peu près 20 à 25% des logements du centre-ville qui sont vacants, que ce soit pour des raisons de succession, que ce soit pour des raisons d'abandon. Vous avez des logements qui sont vacants. Donc il n'y a pas forcément besoin. C'est dommage qu'on ait abandonné le dispositif Pinel, mais il faudrait se retrancher vers une grande politique nationale de rénovation au niveau des logements dans les centres-villes pour redonner de l'attractivité à nos territoires. Une petite parenthèse à Pont-Saint-Esprit, vous défendez les boulangers. Il y a un boulanger qui empoisonnait il y a bien longtemps. En 1950 En 1900, vous savez ça, c'est une histoire. Vous avez eu 300 victimes. Oui, 300 victimes. Il empoisonnait ses clients. Oui, alors il n'y a pas eu la démonstration et ça se trouve c'est la CIA qui est peut-être que la CIA est responsable selon une thèse récente complotiste de cet empoisonnement. Puisqu'on parle de la fameuse loi SRU, c'est vrai qu'elle a été adoptée des années 2000 à une époque où, si vous voulez, où la France était organisée un peu différemment. Et donc aujourd'hui, elle est effectivement assez mal écrite parce qu'en fait, il faut être une commune de plus de 3000 habitants, 3500 habitants, et être dans une aire urbaine ou une agglomération de plus de 50 000 avec à l'intérieur une ville de plus de 15 000. Donc, ça crée des effets de seuil qui sont bizarres. Moi, j'ai un village qui s'appelle Beauroumois dans ma circonscription qui se retrouve à devoir construire des logements qui est au milieu des champs. Bon, parce qu'il se trouve qu'il est dans une agglomération, il a plus de 50 000 avec une ville de plus de 15 000 pas loin. Donc, pour des raisons. L'artificialisation des sols aussi. Donc il faut, moi je crois qu'il faut juste réécrire la cartographie. En revanche,
L'objectif, faut construire massivement des logements sociaux, massivement des logements intermédiaires, des logements pour tout le monde, relancer la construction dans notre pays et rénover nos centres-villes. Aujourd'hui, cette politique stratégique pour les centres-villes, aujourd'hui, il y a des crédits, ça s'appelle les opérations publiques d'aménagement de l'OPA, de l'ANA, mais quand vous le faites dans votre commune, moi je l'ai fait, quand on regarde, c'est une dizaine de maisons seulement, donc il faut faire beaucoup plus. C'est hyper techno en plus. Il faut faire beaucoup plus aujourd'hui pour nos centres-villes. Il va y avoir une municipale partielle bientôt. Ah bon, d'accord. Vous serez candidat. Dérives sectaires. Les dérives sectaires, l'article 4 du projet de loi sur les dérives sectaires. Alors, dites-moi un peu, vous l'avez voté, vous l'avez rétabli, cet article 4, Philippe Brun. Alors, moi, je n'ai pas mis en défaut le collègue. Non, je vous dis ça. Non, parce que le PS, oui. Hier, Olivier Faure me disait, oui, j'y suis favorable à l'article 4. Bon, donc on a eu un débat, effectivement. Le groupe socialiste... la quasi-unanimité, moins une voix, la mienne, donc a voté pour le rétablissement de C'est pour ça que je vous pose la question. De cet article 4. Vous êtes très courageux. Bien, donc moi pour ma part, j'ai un problème avec la rédaction telle qu'elle est faite aujourd'hui. Conduire quelqu'un à la mort parfois, en lui vantant je sais pas moi, un traitement un peu ésotérique ou je ne sais pas moi, des recommandations de charlatans. Non, mais la loi n'est pas faite pour régler des situations. Non, mais moi je pense bien sûr, donc c'est pour ça que moi j'ai soutenu ce que faisait mon groupe et donc je me suis abstenu car moi je sais que je suis magistrat et que la rédaction ne permet pas d'exclure totalement à ce stade de la discussion, il y aura une navette avec le Sénat, ne permet pas d'exclure un certain nombre de personnes qui seraient par exemple donc il faut aller plus loin selon vous. Il faut améliorer la rédaction. Donc c'est la raison pour laquelle moi, je me suis abstenu pour l'instant et je fais confiance aux sénateurs pour trouver un équilibre. Je rappelle que les sénateurs avaient, eux, voté contre cet article. Et vous, Pierre Morin, vous avez voté contre. Nous, on a voté contre la réécriture de cet article 4. Mention spéciale au gouvernement sur sa petite manœuvre de seconde délibération, alors que la représentation nationale avait battu cet article. Bon, après, c'est un dispositif réglementaire, mais je note quand même une volonté permanente du gouvernement de passer en force. Oui, enfin le premier était assez clair. Le premier était clair et le second est clair. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, nous on a déposé un amendement de suppression, comme de très nombreux groupes, qui a été adopté d'ailleurs. Pour une raison. Non, LR et LFI. Vous étiez main dans la main avec LFI là. Alors, on n'était pas main dans la main avec LFI de temps en temps. Vous savez, on peut voter avec Philippe Brun sur EDF, on peut voter avec sur des lois qui sont de bon sens. Non, nous en effet cet article nous posait un problème en termes de liberté d'expression et j'ai eu un peu de mal à comprendre pourquoi on en parlait tout à l'heure, l'argument de la science était invoqué en permanence. Moi je vais vous dire, à une époque on pensait que la Terre était plate et on aurait très bien pu interdire de penser le contraire. Donc si vous voulez, le toute avancée scientifique part du doute. Donc si vous voulez, le problème de fond de cet article, c'est la radicalité qui conduit à un amenuisement de la liberté d'expression. La liberté d'expression de conduire des gens jusqu'à la mort en vantant. Évidemment qu'il faut lutter contre les dingues, mais vous avez déjà un certain nombre de délits qui sont l'abus de faiblesse. Pas suffisant, vous le savez bien. Je suis pas certain que ce nouveau délit améliore la situation. Moi, je plaide pour que le Sénat, en effet, adopte une écriture plus raisonnable de cet article, et puis on verra ce que donnera la navette parlementaire. Mais oui, nous sommes opposés à la réintroduction de l'article 4. Bon, je voudrais terminer sur le Reporters sans frontières qui demande à l'Arcom, le Conseil d'État s'en est mêlé, qui demande au Conseil d'État d'intervenir auprès de l'Arcom pour comptabiliser, j'ai pas très bien compris parce que c'est très complexe, pour comptabiliser le temps de parole des éditorialistes qui interviendraient sur des chaînes de radio ou de télévision. Vous pensez quoi, Philippe Brun ? Bon, déjà, il faut rappeler les règles. En fait, en France, on n'a pas un système à l'américaine. En France, les fréquences, elles appartiennent à l'État, donc à nous tous. Et l'État met à disposition ces fréquences, les enchères chaque année à des entreprises privées, en échange d'un certain nombre de cahiers des charges, notamment le pluralisme. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Vous avez des chaînes d'opinion en France, depuis le Général de Gaulle, compte tenu de la spécificité de ce qu'est la télévision, compte tenu aussi du caractère monopolistique. Vous avez le Canal 16, vous pouvez mettre toute la journée sur Canal 16. Compte tenu de ça, on estime qu'il faut de la pluralité. Donc la loi, il faut qu'elle soit appliquée. Et on constate quoi ? C'est un certain détournement de la loi. C'est-à-dire que oui, il y a un respect des temps de parole pour les partis politiques, qui est respecté par CNews, qui est respecté par toutes les chaînes, puisque sinon elles ont des amendes. Mais il y a une forme de détournement, c'est que vous faites des plateaux toute la journée, avec 4 chroniqueurs,
qui sont tous à la droite de la droite, disons-le. Ouais, Moi, je suis allé sur CNews. France Inter, quand vous avez Guillaume Meurice et Charline Van Hoonacker qui monopolisent le plateau pour taper sur la droite, c'est exactement la même chose, si vous voulez. Pourquoi pas aussi? Je dis sincèrement, dans ce cas-là. Pourquoi pas? 2 poids, 2 mesures. Pourquoi est-ce que vous dites oui? Alors changeons la loi. Pourquoi les journaux de presse écrite peuvent être des journaux d'opinion et pas les chaînes de télévision moi, je ou de radio? Moi, je suis pas favorable à ça. Je pense que, compte tenu de la nature spécifique de ce qu'est la télévision et son caractère de monopole, c'est-à-dire que vous avez un canal de manière monopolistique, des TF1, vous êtes numéro 1 de la chaîne. D'accord, mais il y en a un nombre limité. Donc en fait, on vous donne un monopole. 4 chaînes d'information continue. On a les records du monde. On a cette folie de François Hollande qui a voulu nous mettre une 4e chaîne d'information continue. Il faut respecter la pluralité. Et moi j'ai déjà fait des débats, c'est très déséquilibré. Je suis arrivé une fois sur CNews. Un soir à 22h, j'étais le seul et tout autour de moi que des chroniqueurs à la droite de la droite de la droite. Donc c'est quand même compliqué. Je veux dire, il faut équilibrer. Après, vous me parlez de France Inter. Il y a aussi des gens de droite qui parlent sur France Inter. Non mais d'accord, mais il y a aussi des gens de gauche qui parlent sur CNews. Vous avez eu Laurent Geoffrin, vous avez un certain nombre de gens de gauche. Ils sont aussi rares sur France Inter, les gens de droite. Moi, je pense qu'il faut faire respecter le pluralisme. Et les chaînes, elles nous appartiennent à tous. C'est nous qui faisons des enchères chaque année, qui donnons des autorisations d'émettre aux chaînes. Et les chaînes, elles doivent respecter l'argent public donné aux médias. La presse écrite est concernée aussi. Vous avez raison de dire que les fréquences appartiennent à tout le monde. Je citais l'exemple de France Inter. En effet, si on veut s'attaquer à CNews, avec en effet beaucoup de chroniqueurs qui sont en effet plutôt classés à droite, vous avez de l'autre côté France Inter avec des émissions où vous avez des chroniqueurs qui passent leur temps à vomir sur la droite et sur le Rassemblement national. Il y a beaucoup de gens de droite qui parlent sur France Inter. Dominique Seux. Attention, en plus France Inter c'est le service public, alors que CNews est une chaîne privée, donc c'est un petit peu différent. Sur la presse écrite, vous avez une presse d'opinion, mais attention, cette presse, elle nous appartient aussi en partie parce que la presse écrite touche des subventions. Mais c'est clair, c'est assumé. Oui, d'accord, mais quand Libération fait une partie de sa ligne éditoriale sur la lutte contre ce qu'elle appelle l'extrême droite, nous, on sait qu'on a affaire à des adversaires. J'ai aucune difficulté, moi, avec la presse d'opinion, avec les médias d'opinion. Donc on revient là-dessus. CNews étant la fréquence, en effet, appartient aux Français. CNews ne veut pas reconnaître qu'il est un média d'opinion. Et CNews est une chaîne privée. Mais toutes les émissions sont des émissions d'opinion. Vous avez des chroniqueurs de droite, de gauche, partout. Je ne comprends pas le débat. Et je trouve qu'il y a un 2 poids 2 mesures concernant CNews. Là, vous avez tort, Pierre Morin. Toutes les émissions ne sont pas des émissions où le pluralisme existe. Vous avez tort. Attention à ce que l'Arcom ne se transforme pas en inquisiteur de la pensée médiatique. On en est loin. On en est loin, de toute façon. Attention, il y a quand même, en ce sens, à mon sens, une dérive. Oui, on en est loin. Pas certain que l'Arcom... Puis, il n'y a pas d'apologie de la haine, il n'y a pas de délits qui sont commis sur CNews dans les expressions qui sont... Non mais ça devrait être ça, la limite. À l'époque où il y avait Éric Zemmour, il y a eu des condamnations quand même qui ont été faites. Il y a eu des condamnations, mais vous avez Guillaume Meurice sur France Inter, il a été condamné simplement à un blâme, alors que les propos qu'il tient sont plus que limites, si je puis me permettre. En tout cas, il faut du pluralisme, d'accord? Je crois que l'Arcom a plutôt raison. Vous avez raison de le dire à l'Arcom. Il faut veiller à ce qu'on détourne pas la loi en faisant des plateaux totalement déséquilibrés, et je crois que c'est aussi l'honneur de la fonction de journaliste. La gauche ne veut pas aller sur CNews. Parfois, vous avez de très nombreuses personnalités politiques qui ne souhaitent pas se rendre sur CNews. C'est pas parce que la gauche fait des conneries, que la droite doit faire des conneries aussi. Si CNews se retrouve avec beaucoup de gens de droite, c'est parce que les gens de gauche précisément refusent d'aller sur CNews par sectarisme. Oui, c'est de l'enfantillage. Pas vous, Monsieur Brun, mais beaucoup de gens de gauche refusent. Et les propos de Olivier Faure... bien partagé. Non, mais vous inquiétez pas. Nous, les porte-parole du PS vont sur... Nous, on va sur CNews, les porte-parole du PS vont sur CNews, mais on se retrouve... C'est évidemment que les gens n'ont pas envie d'y aller. Vous arrivez, vous avez 7 chroniqueurs à la droite de la droite, je dis pas extrême droite, je veux pas être désagréable avec vous, qui vous tapent dessus. C'est compliqué. Surtout que CNews est peut-être plus on débat ensemble ce matin. Marine Le Pen, non? Regardez, Monsieur Barin, ce matin, on débat ensemble l'un et l'autre. C'est sympathique, c'est équilibré. Oui, tout à fait. Merci, messieurs. D'accord pour débattre, mais pas se faire écraser, c'est ce qui se passe malheureusement sur CNews. Merci, messieurs. J'entends le côté désagréable. Merci, messieurs. Puisqu'on parle médias, Valérie Expert, Gilles Gansban reçoit François Jost, sémiologue français, professeur émérite en sciences de l'information et de la communication à l'Université Sorbonne Nouvelle. Donc le débat va se poursuivre. C'est clair. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.